Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la deuxième partie du Geek Time qu'on avait laissé en stand-by il y a quelques temps en arrière. Et aujourd'hui, on va parler cinéma. Peut-être si j'ai le temps, je vous parlerai peut-être des séries et des animes Jap qui sont sortis. Mais je pense qu'on a de quoi faire avec la partie cinéma. Alors vous savez, moi, je vais être très clair, hein. Pour moi, le cinéma, c'est le cinéma d'antan, c'est le cinéma de genre, c'est le cinéma de bis que j'affectionne énormément. Je suis pas trop au cinéma actuellement, je vais pas vous mentir, je vais plus au cinéma depuis très longtemps. J'ai dû y aller une ou deux fois. C'était en famille et bon voilà, c'était surtout pour voir des films, des blockbusters hollywoodiens, mais c'est pas ma cam. Mais voilà, vous savez, il y a plus rien vraiment à se mettre sous la dent à part quelques films. Je suis très curieux de voir le nouveau Martin Scorsese, le Killer Flower avec Léo et Robert De Niro, parce que ça peut être quelque chose d'énorme. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je suis beaucoup plus dans les films à l'ancienne. Et vous allez voir que dans les Geek Time, on va aborder pas mal de thèmes et on va remonter un petit peu sur des films assez cultes. Bon, vous savez, pour moi, le cinéma d'auteur, c'est pas le cinéma actuel français, par exemple, qui pour moi, je le dis encore une fois, pour moi, le cinéma français, c'est un des pires cinémas qui existent actuellement dans le monde. Et je le dis et je le réclame et il n'y a aucun souci. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est vraiment le pire qui existe. Malheureusement, je dis pas ça. On est loin de la nouvelle vague de Godard, de Melville, Truffaut, tout ça. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, le cinéma français, il avait un petit peu changé. Il avait amené quelques petites perles, comme ça, dans les années 80, 90, même 2000. Il y a eu des réalisateurs qui ont tenté des choses, mais qui ont été étouffés dans l'œuf par des productions trop subventionnées par l'argent public. Parce qu'on va pas se mentir, la réalité, c'est que l'argent public qui est mis en avant dans le cinéma français, axe ici en fait toute œuvre créative en réalité, puisque les gens ne pensent plus à faire des choses, des films d'art qui sortiraient du commun de ce qu'on voit, mais non, ils essayent de mettre en place et en fait ils ont tellement d'argent qu'aujourd'hui ils se disent tranquille, les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, ils ont de l'argent qui tombe du ciel, donc vous savez ils se prennent plus la tête. Pour moi, le cinéma, c'est le cinéma de genre, de bis, c'est le cinéma de Franklin, de Carpenter, David Cronenberg, de Léon Corbucci, de Ringo Lam, de Kirk Young, de Shin Sing-tung, d'Akira Kurosawa, Miyazaki, etc., etc. Je pourrais remonter Melville, Truffaut, Cocteau. Voilà, c'est ce cinéma-là que j'aime, que Fellini aussi. Voilà, c'est vraiment... Georges Romero, il a apporté quand même quelque chose d'incroyable dans le cinéma d'horreur. On l'oublie souvent, mais Georges Romero est un artiste incroyable. Il se fulcille, l'épopée baroque, gothique, horreuresque, on va dire. Je sais pas si ça se dit le mot horreuresque, mais l'horreur, l'épouvante italien, on en reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que fut un temps où il y avait des films incroyables. Regardez, vous prenez le film de Bourvil, Passe-Muraille. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le genre de film qu'on ne voit plus aujourd'hui. Voilà, il y avait des films incroyables. Le cinéma de la Hammer en Angleterre, avec toutes les séries, tous les films sur Dracula, les loups-garous, etc. C'était beau. C'était d'ailleurs Tim Burton s'en est inspiré, bien évidemment. Dans le cinéma, il y a eu souvent des nouvelles vagues. Moi, la nouvelle vague du cinéma français était exceptionnelle. On pourrait parler je vous l'ai dit déjà, Godard, Truffaut, tout ça. Mais on oublie souvent les acteurs. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop souvent, mais on les regarde quand ils passent à la télévision et on est toujours un peu nostalgique de voir un Bébel. Belmondo, Alain Delon. C'est voilà, pour ceux qui connaissent le samouraï ou qui ont vu des films de Melville comme Un bout de souffle, etc., on sait la puissance des films. Ensuite, vous avez, moi, il y a une autre nouvelle vague que j'aime beaucoup, c'est celle de Hong Kong. Lorsque Chewbacca est arrivé avec sa film workshop et qui a innové complètement le cinéma d'Hong Kong qui était trop ancré dans le Yu-Jia-Pyong et notamment dans les films de Kung Fu avec la Shaw Brothers, mais attention, la Shaw Brothers vraiment on fait des films exceptionnels, hein. La main de fer, 36e chambre du Shaolin, etc. Ce que je veux dire, c'est que Chewbacca est arrivé et il a mis en place une nouvelle vision.
Et c'est pas pour rien qu'on l'a appelé le Spielberg asiatique. Mais avec des films comme Zoo, Les Guerriers de la Montagne Magique, ou encore The Killer de John Woo, voilà, il a produit vraiment. Il était fondé en Chine, c'était lui qui l'avait fait. Histoire de fantôme chinois, c'est lui qui a produit le film de Shin Sun-tung. Voilà, il a mis en place vraiment tout un univers. Et puis au cinéma de Hong Kong, c'est aussi des artistes incroyables comme des réalisateurs d'arts martiaux comme Yuan Yoping, Donnie Yen, qui n'est pas arrivé aujourd'hui. On l'a pas vu dans Rogue One ou dans les Blade 2. Il était là déjà depuis bien longtemps. Et des films comme Tashi Master ou Fast of Legend de Jet Li. Ouais, il y a plein de films d'arts martiaux, mais aussi, bien sûr, les polars. Que ce soit les films de polar de Kirk Young, Ringo Lam, les films de Benny Chan. Voilà, il y a vraiment Johnny To, bien évidemment. Il y a des films qui sont exceptionnels à Hong Kong, et on reviendra sur le cinéma d'Hong Kong. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que le cinéma, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, que j'ai toujours aimé. Par le biais des Jig Time, je vais essayer aussi de vous en parler et de vous faire comprendre ce qui nous manque aujourd'hui. Ce qui nous manque, parce que le cinéma d'aujourd'hui, c'est plus celui d'avant. On est obligé de faire avec. Alors attention, je vous parle pas je suis pas trop nostalgique, parce que voilà, aujourd'hui je regarde beaucoup de séries, comme vous le savez, je regarde des animes Jap. D'ailleurs, je pense que ce qui se rapproche plus du genre qui nous manque d'époque, c'est plus les animes Jap. Alors ça peut-être que certains d'entre vous se disent, mais non, tu dis n'importe quoi. Non. Il y a vraiment, dans les animes Jap, il y a cette ambiance qui nous manque en réalité dans le vrai cinéma d'aujourd'hui. Et les Japonais sont capables de créer des dessins animés japonais qui nous ramènent vraiment à des époques qu'on avait oubliées. Et il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça en réalité. Bon, après, ça reste des animes, mais c'est vrai que c'est intéressant. Les séries télé, c'est un petit peu différent, il y en a pour tous. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, on n'est pas... Non, pour moi, sincèrement, je pense qu'il n'y a que les séries animes japonaises qui sont capables d'apporter... qui sont capables qui sont capables de faire des séries de tout type, que ce soit soit des séries d'horreur, par exemple, comme Tokyo Ghoul ou Parasite, etc. Ce que je vais vous dire, c'est que le cinéma de genre, voilà, je vous ai ramené quelques DVD de ma collection perso, et c'est vrai que des films de genre, mais c'est sûr que des films du style La Croix de Fer de Sam Peckinpah, ou encore Sorcerer de William Friedkin, c'est pas demain la veille que vous allez revoir un film comme ça. Quel est le réalisateur qui va vous mettre dans un film comme La Croix de Fer des héros nazis? Ça n'existe pas. Avec l'histoire qui va derrière. L'histoire de Croix de Fer est incroyable. C'est qui aurait pu imaginer qu'un jour il y aurait un film que sur des nazis? C'est une histoire de nazis. C'est complètement dingue. Mais qui peut faire ça aujourd'hui? C'est impossible. Et Sam Peckinpah l'a fait à l'époque. Et que dire de Sorcerer de William Friedkin? C'est un film qui est hors du temps. Incroyable. D'ailleurs, c'est mon film préféré, juste après Police fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA, qui avec sa fin a marqué les esprits. William Friedkin, je vous dis, c'est un artiste exceptionnel. Je pourrais citer Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer, tous ces films qu'il a amenés après. Non, Michael Mann, bien sûr, il y a la nouvelle vague aussi américaine qui est arrivée avec Martin Scorsese, Brian De Palma, comment il s'appelle, Steven Spielberg, mais aussi celui qui a fait Dracula, dont j'oublie toujours le nom, mais qui est Francis Ford Coppola. Oh là là, comment oublier Francis Ford Coppola? Bien sûr, Dracula, mais surtout Apocalypse Now. On peut pas oublier ça, ces films-là, on peut pas les oublier. Et pour moi, le cinéma a débuté avec un réalisateur qui m'a complètement retourné la tête. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma. Et ce réalisateur, c'est Sam Peckinpah. Et c'est ce film, La Horde Sauvage. La Horde Sauvage, c'est tout simplement pour moi le meilleur western jamais réalisé. Même si, je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, mais moi je suis un des plus grands fans du cinéma western spaghetti. Je préfère le western spaghetti qu'au western de John Ford, le cinéma de John Wayne, tout ça, je vous le dis, le cinéma américain. Mais ce film, pour moi, ainsi que... Moi, pour moi, ce film-là, et cette personne-là, c'est un des westerns de chevet, de mes westerns de chevet. Dedans, vous avez Eli Wallach, vous avez quand même Steve McQueen, Will Burner. Voilà, et je vous parle même pas des autres. Ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, effectivement, La Horde Sauvage est mon film de chevet. Ce n'est pas un western spaghetti, parce qu'aujourd'hui, on va parler de western spaghetti, mais c'est un film qui a vraiment marqué les esprits, et surtout, c'est un film qui va changer beaucoup de choses aussi dans le cinéma américain, puisque beaucoup de réalisateurs vont s'en inspirer et vont aussi changer un petit peu la manière de réaliser, et au niveau aussi de la violence graphique. Ce film est fou, complètement fou, et Sam Peckinpah va aussi changer beaucoup de choses dans le cinéma d'autres pays, comme le cinéma par exemple de Hong Kong.
Beaucoup de gens vont s'inspirer du cinéma de Sam Peckinpah, de La Horde sauvage, mais aussi de films comme Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, qui est pour moi un des meilleurs films de Sam Peckinpah. Bien sûr, vous avez également un autre film de Sam Peckinpah, je vous l'ai montré, c'est La Croix de Fer, qui est complètement fou. Et vous avez aussi dans un genre plus commercial, Guet-Apens avec Guet-Apens avec Steve McQueen, qui est un chef-d'œuvre absolu. On reviendra bien sûr sur le cinéma américain. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu qui m'a donné envie de m'intéresser vraiment au cinéma, c'était Sam Peckinpah. À partir de là, William Friedkin est arrivé derrière et John Carpenter. C'était vraiment les trois réalisateurs qui m'ont vraiment marqué à l'époque. Et on reviendra sur John Carpenter, mais il y a tellement de choses qui ont déjà été dites. Moi, je suis qu'un simple passionné. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur le cinéma, le western spaghetti, et vous montrer quelques films et vous montrer des films que moi j'apprécie et qui vous permettra peut-être de les voir si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous les avez déjà vus, de les redécouvrir forcément. Le cinéma, le western spaghetti, en fait, n'existait pas dans les années 50, puis dans les années début 60, mais ça n'existait pas. C'est arrivé en 64, il me semble, par le biais de Sergio Leone, avec son premier film, pour une poignée de dollars. Il faut savoir qu'en 61, Sergio Leone, il sortait du Colosse de Rhodes, qui était un peplum fabuleux, hein, je vous invite à le regarder. Mais ça s'est très mal passé, et du coup... Léon il rêvait de faire un film de gangster, un film de mafieux, etc. Un polar en fait. Et donc il a essayé de mettre ça en place, il n'a pas réussi. Et au final, il s'est retrouvé un jour à regarder un film de Akira Kurosawa qui était en fait Yojimbo, le garde du corps. Et il a tellement adoré ce film-là qu'il a décidé d'en faire un film. Alors au début, ça devait être un film de mafieux, mais finalement, il s'est rendu compte que ça allait peut-être mieux pour le cinéma. Pour un western, sachant que le western américain, pardon, était en déclin. Et comme c'était en déclin, eh bien, Léon, il s'est dit, je vais me faire un western un peu différent. Et il s'est dit, je vais faire un western. Et donc, il a voulu reprendre les codes de Yojimbo et le mettre en western. Et donc, en 64, va naître Pour une poignée de dollars. Et ce film va rentrer dans la légende, vous le savez. D'ailleurs, il va pas, quand il va sortir aux États-Unis, ça sera pas sous le nom de Sergio Leone, ça sera sur, je sais plus c'est quoi, Bob Richardson ou je sais pas quoi. Bon, j'ai oublié le nom américain, mais très vite, vu le succès, effectivement, il va reprendre son nom de Sergio Leone. À la base, il avait en vue de donner le rôle principal à Henry Fonda, d'après ce que j'ai compris, mais l'agent d'Henry Fonda a refusé. D'ailleurs, ils n'y ont pas cru du tout quand ils ont même pas laissé lire le script à Henry Fonda. Et ensuite, il avait vu d'autres acteurs, d'autres artistes qui devaient prendre le rôle. Et finalement, il s'est reporté sur un artiste inconnu à l'époque qui avait juste travaillé dans la série Run Wild. Et vous connaissez tous, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood est arrivé de nulle part. Et il a amené ce côté mystérieux du personnage. Cet homme mystérieux qui débarque dans cette ville et qui va foutre le bordel. Et en fait, Léon, il va tout simplement... refaire le scénario de Yojimbo. C'est exactement le même film en fait, mais en mode western. D'ailleurs, ça va valoir un procès légendaire à Léon, et c'est avec l'argent qu'il va récupérer et pour une poignée de dollars. Ici. Ouais, parce que le premier, je l'ai aussi le premier, mais je sais plus où je l'ai foutu, donc je vous montre le deuxième. Ah, super chef-d'œuvre. Et donc c'est avec l'argent, le succès de ce film-là, sorti 1 an plus tard, qu'il va tout simplement payer les frais de justice pour une poignée de dollars. Vous le savez, hein, pour une poignée de dollars, c'est un film exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Du générique à la fin, la musique d'Ennio Morricone, déjà pour une poignée de dollars. Bah oui, je vous ai pas parlé d'Ennio Morricone, mais Ennio Morricone, dès lors qu'il a fait pour une poignée de dollars, il s'est envolé, tout le monde le sollicitait. Et il a amené une espèce de BO incroyable, une BO magique sur ses films, qui reste encore aujourd'hui inégalé. Il n'y a pas que Ennio Morricone, puisque de grands artistes tels que Louis Bacalov,
Bruno Nicolai, Stelvio Cipriani, il me semble aussi. Voilà, bref, il y a tellement d'artistes exceptionnels qui ont mis en scène des fresques du western italien, du western spaghetti, pardon, qui sont vraiment incroyables. D'ailleurs, Ennio Morricone est bien sûr le plus connu, mais voilà, il n'y a pas que lui, vous le savez bien, je vous invite à regarder un peu sur internet. Vous allez écouter aussi les BO exceptionnels des western spaghetti, vous allez comprendre. Et alors que c'est devenu aujourd'hui, pour moi, hein, je vous le dis encore une fois, ça reste pour moi le western spaghetti, c'est le meilleur western qui existe. Si je devais comparer avec le western américain, le western spaghetti, je préfère 100 fois le western spaghetti, qui est beaucoup plus qui va droit au but, qui est un western qui me convient le mieux en fait pour moi. Donc voilà, et pour quelques dollars de plus, quand il est sorti, ça a été un succès. Dedans, vous avez, au-delà de Clint Eastwood, vous avez également Lee Van Cleef et Gian Maria Volonté. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce qu'est ce film-là, avec ces artistes-là, la réalisation de Léon, la musique. On va pas en parler, hein, on connaît tous ce film exceptionnel. Un an plus tard, va naître ce qui va devenir le plus grand film, le plus grand western spaghetti de l'époque. Et bien sûr, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, que vous connaissez tous. Forcément, exceptionnel film. Un film qu'on a revu des milliards de fois. Avec bien sûr Clint Eastwood toujours, Lee Van Cleef qui est resté, et Eli Wallach qui a un rôle incroyable. Et ce film-là, voilà, on l'a revu, hein, je vous le dis, on pourrait le revoir des milliards de fois. La musique est au sommet, les plans, voilà, c'est les acteurs incroyables, la séquence. Mais même Eli Wallach, rappelez-vous comment le rôle qu'il a, c'est incroyable. Bon, c'est un film qui vole, qui est devenu cultissime. Il faut savoir qu'à l'époque, quand il est sorti, les critiques françaises l'ont dégommé. Ah oui, vous savez, les critiques françaises à l'époque, ils se prenaient ils étaient experts. C'était eux les meilleurs de la planète. Et on pouvait pas, si eux ils disaient que c'était pourri, ah bah c'était pourri. Mais en réalité, ils connaissaient strictement rien, les experts d'époque. Et aujourd'hui, on le sait, ce film est devenu culte et tout le monde l'adule parce que c'est un film exceptionnel. On va pas voilà, là je vous parle des Léon, mais on n'a pas besoin de parler trop de Léon parce qu'on les connaît. On les connaît tous. Mais effectivement, à la base, dans ces films-là, c'était pas forcément les acteurs que je viens de vous citer qui devaient être mis en avant. Parce que lui, effectivement, au-delà d'Henry Fonda, il voulait d'autres acteurs. Comment il s'appelle ? On avait parlé à un moment donné de Lee Marvin. Lee Marvin devait jouer le rôle de Lee Van Cleef. Et il est parti sur un autre film. D'ailleurs, je crois qu'il a regretté toute sa vie. Hein. Mais ça a été au profit de Lee Van Cleef qui lui, est devenu vraiment, à ce moment-là, une vraie star. Son charisme y est pour beaucoup. Sa prestance à l'écran est juste énorme. Et on apprécie toujours les rôles qu'il fait. Et il a vraiment marqué l'histoire du cinéma, Lee Van Cleef, et notamment Western Spaghetti. Il a fait des tonnes de western. D'ailleurs, c'est lui, Sabata. Il faut savoir que le film Sabata, c'est lui qui est l'héros principal. Un peu comme L'Homme sans nom pour les Léon, mais aussi Django avec Corbucci, ainsi que d'autres personnages comme Trinita, Sartana, etc. Lui, il a incarné Sabata. Sabata, le premier Sabata. C'est lui, c'est Lee Van Cleef qui en 69 va être le héros de Sabata, qui va amener des suites. On va reparler de Sabata vite fait parce que ça fait partie du courant western forain. Oui, parce qu'il y a dans le western, il y a différents sous-genres. Western spaghetti, vous avez le western zapata, le western forain, etc. Le western forain, c'est la comédie en fait. C'est le western comédie, c'est arrivé avec Trinita. Et ensuite, il y a eu. En fait, si vous voulez, le cinéma, le western spaghetti, il faut savoir que entre 64 et vraiment 76, l'apogée, on va revenir sur Léon après. Vous voulez qu'on finisse sur Léon vite fait, comme ça on passe à autre chose. Parce que Léon, après Le Bon, la Brute, le Truand, forcément, là il a réussi à avoir Henry Fonda. Mais oui, ça a été une star incroyable. Il faut savoir que Clint Eastwood, il est parti aux États-Unis, il a refusé de tourner dans celui-ci. Il était faux dans il ne voulait plus faire de western avec Léon, parce qu'en réalité, Clint Eastwood, l'histoire, c'était lui, il avait dit ouais, dans le premier, pour une poignée de dollars, il était l'acteur principal. Pour une poignée de dollars en plus, ils étaient deux avec Lee Van Cleef. Et le troisième, il comptait pas vraiment. Et ensuite, dans Le Bon, la Brute, le Truand, ils étaient trois. Et lui, il s'est dit, et dans Vérité, une fois dans l'Est, on va être combien ? 4 ? Donc lui, ça lui plaisait pas. Lui, il voulait être vraiment l'acteur principal de ses films maintenant, Clint Eastwood. Et il avait pris un succès. Il était tellement reconnu dans le monde dorénavant qu'il voulait vraiment, être l'acteur principal. Et c'est pour cette raison que quand il est parti aux États-Unis et qu'il a eu l'opportunité de faire Pandéléo
haut et court, super western de Clint Eastwood, hein. Il avait demandé à Léon de le faire. Et oui, sachez-le, sachez que Pendélé haut et court, ça devait être Sergio Leone qui devait le réaliser. Je crois que c'était en 68, il me semble. Et ce qui s'est produit, c'est que Léon a refusé. Il a dit qu'il voulait plus faire de western en fait. Et du coup, Clint Eastwood s'est rapproché de Ted Post. C'est là qu'ils sont devenus vraiment très complices, Ted Post et Clint Eastwood. Et pareil, il y avait un autre film que Clint Eastwood voulait qu'il réalise, Léon. J'ai oublié c'était lequel, mais c'est un grand film de Léon. C'est un grand film de Eastwood, mais un western. Et il a refusé aussi Léon. Il a dit parce que vu que Eastwood a refusé de venir là-dedans, je pense que Léon il a dit vas-y, c'est bon, fais ta vie quoi. Je sais pas si c'est ça l'histoire, mais je pense que Léon a refusé. À chaque fois que Clint Eastwood repartait chercher Léon, il refusait. Et donc est né par la suite Il était une fois dans l'Ouest. Et donc est né Il était une fois dans l'Ouest. Cette version est complètement dingue. C'est une version DVD que j'ai depuis très longtemps. Elle est magnifique à l'intérieur. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Vous avez vu un petit peu le collector que c'est. C'est là, cette version-là, elle est juste exceptionnelle. Voilà, et vraiment, il y a des bonus, il y a plein de trucs. Je vous laisse regarder si vous aimez bien un peu les DVD. Je sais pas si le Blu-ray, je crois que le 4K aussi existe. Mais dans ces formats-là, je sais pas. Je sais plus trop. Moi, je suis resté au DVD, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, parce que on trouve vraiment des super trucs en DVD. Euh, Ouais, donc il était une fois dans l'Ouest, on n'a pas besoin d'en parler. Le travelling arrière incroyable où Claudia Cardinal s'en va avec la charrette. C'est fou, le film est fou. Henry Fonda, un méchant comme on avait rarement vu, et il a cassé son image de star américaine pour faire ce film. Et vraiment, c'est vraiment l'idée du siècle. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre idée meilleure que celle-ci à mettre Henry Fonda dans ce film-là, ça a été complètement dingue. Et puis voilà, Charles Bronson, incroyable Charles Bronson. Vous saviez que là, à la base, il était une fois dans l'Ouest, c'était Clint Eastwood qui devait faire le rôle de Charles Bronson. Et en fait, à la base, Clint Eastwood devait mourir. Le pitch principal, il me semble que c'était Clint Eastwood qui devait mourir dès le départ. C'est-à-dire que la séquence longue que vous voyez, et à un moment donné, bah, il y avait un duel et Clint Eastwood mourait. Et ça devait être ça en fait le pitch. Mais Eastwood a refusé. Et par la suite, le scénario a été changé et ça a été Charles Bronson qui a été mis dans ce film-là. Et vous connaissez la suite. Était fois dans l'Ouest est devenu le film culte. Mais ça reste quand même un film un peu plus commercial que Le Bon Laboratoire de Crayon et les autres westerns spaghetti. Moi, j'ai un film que j'ai adoré, que j'ai vu, revu. On voit que je crois qu'il y a eu $1 million qui ont été mis sur ce film-là à l'époque. C'était une somme énorme. Et on voit le résultat qui est complètement fou. Par la suite, Léon va terminer avec Était fois la Révolution, avec James Coburn. C'est un film super qui va être son champ de signe au western, puisqu'après, puisqu'il avait fait la trilogie des dollars, là c'est la trilogie des Était une fois, et ça sera le troisième, ça sera Était fois en Amérique, qui est sorti en 84. Que vous connaissez tous, qui est un film exceptionnel, incroyable, qui fait partie des meilleurs films des années 80. Et Était fois en Révolution, c'est un super film, mais ça reste un film mineur pour Léon, et un des moins bons films de Léon, malheureusement. Mais ça reste un grand film de dingue, rien que pour sa séquence, et pour la musique anthologique d'Ennio Morricone, notamment au début, quand il arrive avec sa petite mobilette, James Coburn, et qui balance, de la dynamite dans un fourgon, avec les yeux ébahis de Rod Stinger et de ses enfants. Vraiment, cette séquence d'intro est juste incroyable. Je crois que moi, je l'ai vu, revu. Mais des fois, je regarde le film juste pour l'intro, pour vous dire. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a le pont qui explose, il y a la morale, la fin, avec les ralentis et tout ça. Vraiment, voilà, c'était la période de l'IRA. Donc ça se passe, le personnage est un Irlandais qui est en exil dans l'Ouest. Et vraiment, c'est un film que que je conseille à tout le monde. Même si c'est pas le meilleur de Léon, ça reste un chef-d'œuvre absolu. Mais il a aussi, bon, ce qui était dommage, c'est qu'il a raté. En fait, en faisant ce film-là, il est arrivé vraiment derrière tous les autres, notamment dans le sous-genre des westerns Zapata, c'est-à-dire les westerns révolutionnaires. Et lui, il est arrivé à la traîne. Donc il va le regretter, ça. C'est-à-dire que lui-même, il va se dire, c'est dommage, je n'ai pas vu venir le genre. Ben oui, parce qu'en réalité, il faut savoir
que le western Zapatin va naître avec un film qui s'appelle Colorado. Colorado, qui est donc va être en 66 le film qui va, si vous voulez, amener la vague des westerns Zapata. Et dedans, vous avez deux acteurs incroyables. Vous avez forcément Lee Van Cleef qui revient. Et vous avez Thomas Millian. Thomas Millian, c'est un Cubain, un acteur cubain qui a débarqué donc en Italie et qui sort de l'acting studio et qui est un acteur qui était totalement inconnu au bataillon. Et grâce à ce rôle, va devenir très connu et notamment pour ce rôle de El Cuchillo, le petit couteau. Parce que la particularité de ce personnage, c'est c'est pas un as de la gâchette, mais c'est un as de l'arme blanche et des petits couteaux. C'est pour ça qu'il va s'appeler El Cuchillo. Et il va revenir régulièrement. D'ailleurs, c'est Sergio Solima qui va réaliser Colorado. Sergio Solima, c'est le troisième Sergio. Parce qu'il faut savoir que d'abord, le principal, c'est Sergio Leone, dans les westerns spaghetti. Vous avez ensuite Sergio Corbucci, on va revenir après sur ce énorme réalisateur. Et vous avez forcément le troisième, Sergio Solima. Sergio Solima, en 66, avec Colorado, va lancer une nouvelle vague de western Zapata, les westerns révolutionnaires. Il va croiser sur son chemin, donc dans ce film Colorado, c'est Lee Van Cleef, un chasseur de primes, qui va croiser sur son chemin El Cuchillo, petit bandit des grands chemins, qui a une particularité, c'est pas un homme de gâchette, lui c'est un homme de couteau. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle El Cuchillo, le petit couteau. Et ce personnage-là va devenir un personnage culte qui va revenir régulièrement. D'ailleurs, il va revenir ensuite dans le troisième western de Sergio Solima, qui sera donc Saludos Hombres, qui sera moins bon que le Colorado, mais qui va être la suite en fait, et qui va mettre en scène El Cuchillo. Sergio Solima a fait 3 grands westerns. Donc en fait, Colorado est sorti en 66. En 68, c'est Saludos Hombres. Et en 67, il y a un chef-d'œuvre absolu du western Spaghetti qui va sortir avec Thomas Millian et Gian Maria Volonté. C'est le dernier face-à-face. Le dernier face-à-face, c'est un western incroyable, exceptionnel, qui joue vraiment dans la cour des Léones sans aucun souci. Et c'est un film que je vous invite, un chef-d'œuvre absolu du western Spaghetti. C'est pour moi un des meilleurs films qui existent. Le dernier face-à-face, c'est un western incroyable, puisque dedans on y trouve Gian Maria Volonté joue le rôle d'un professeur, tout gentil au début, qui va être pris en otage par le dernier de la horde sauvage, à savoir Beauregard. Oui, ça vous rappelle des souvenirs. Mon nom est personne, la horde sauvage, etc. Bon bref, eh bien Thomas Millian joue Beauregard dans ce film-là, et il va prendre en otage donc ce professeur qui est joué par Gian Maria Volonté. Et ce qui est très intéressant, je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai pas envie de vous spoiler dans mes vidéos, mais sachez juste, je vais quand même le dire, ce film est surtout très intéressant et incroyable. C'est un chef-d'œuvre à cause du scénario qui va prendre une tournure complète au milieu, puisque les deux personnages vont évoluer et changer. Je vous en dis pas plus, mais sachez que c'est incroyable ce qui se passe, et surtout, c'est un film qu'on n'attendait absolument pas, un scénario pareil, et puis surtout la mise en scène de Sergio Solima, qui est juste fabuleuse. Gian Mario Volonté, vous l'avez vu dans Pour une poignée de dollars forcément, mais surtout Thomas Millian, qui va devenir connu grâce à Colorado comme je vous dis, mais aussi avec un autre film qui s'appelle Tire encore si tu peux, que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, Thomas Millian, un acteur incroyable, Sergio Solima, je vous invite vraiment à ça. Il y avait aussi... Et donc moi je vous parlais de Tire encore si tu peux de Thomas Millian, parce que je vais pas vous parler de toute la filmographie de notre ami Thomas Millian, mais il y en a un qu'il faut absolument que vous regardiez. Je vais essayer de le retrouver là parce que je l'ai. Il est juste là. Alors, je l'ai eu sur un coffret. Je vous invite à mettre la main sur ce coffret-là. Je ne sais pas si vous l'avez, ce coffret-là, si vous avez mis la main dessus. C'est un coffret incroyable. Vous avez... Dans ce coffret-là, vous avez la brute, le colt et le karaté, oui, avec Lee Van Cleef et Lo Lien. Lo Lien étant un grand acteur de la Shaw Brothers. Et là, c'est un film que j'ai beaucoup aimé en fait, qui mélange le western et le karaté. C'est étrange, mais c'est vraiment bien fait. On a l'esprit du western spaghetti à la Leone et l'esprit de la Shaw Brothers. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Les 5 gâchettes d'or, avec Bud Spencer, qui est très sympathique aussi, mais ça casse pas des pattes de canard. Le jour du jugement, qui est incroyable, je vous l'invite à regarder ça aussi. Mon nom est Shanghai Joe, c'est encore un western kung-fu. Et puis, tire encore si tu peux. Si on devait en garder qu'un seul dans ce coffret, c'est celui-ci. Donc, tire encore si tu peux. Film incroyable, complètement fou, cauchemardesque. C'est encore une fois un film qui sort de l'ordinaire. Et ils ont encore évolué dans la manière de filmer,
les séquences, il y a des séquences gore de dingue. C'est un film qui est réalisé par Giulio Gusti, qui est un réalisateur qui a pas fait beaucoup de films, mais qui a surtout fait des films à une ambiance très difficile, très dure, proche de l'horreur pour certains. Mais ouais, je crois que je sais pas si c'est son seul western, je sais plus, mais c'est un film incroyable, vraiment cauchemardesque. D'ailleurs, c'est écrit derrière, cauchemardesque et baroque. J'ai rien inventé, mais quand je l'ai vu, j'ai halluciné. Là, il est en version intégrale. Parce qu'à l'époque, il avait été coupé, mais surtout, il avait été interdit 3 jours avant sa sortie, parce que il est très violent. En fait, le réalisateur a voulu montrer toutes les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, et en fait, il a fait un film d'horreur en réalité. C'est un western d'horreur. Il y a des séquences folles. En fait, à la base, Thomas Mignon joue le rôle de Django. Et il est retrouvé mort par 2 Indiens. Et il y a une séquence d'art qui est folle, je crois que c'est quand il sort sa main comme ça, un peu comme si c'était un zombie. On ne sait jamais dans ce film s'il est réel ou mort-vivant, en fait, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un film un peu d'horreur. Et tout l'esprit qu'il y a dans ce film est macabre. Il y a des séquences folles, des séquences où ils sont en train d'enlever des balles d'un corps d'un homme avec les mains. Et en gros plan, on voit enfoncer les doigts dans le corps, retirer les balles sans anesthésie, sans rien du tout. Il y a des séquences folles où on tire une balle dans la tête d'un mec contre une roue de chariot. En gros plan, le plan est esthétique, hein, c'est clair. Mais quand après ça tire, on voit vraiment, ça part vraiment, c'est le gore d'époque. C'était un peu l'époque un peu gore du cinéma italien. Et on voit vraiment des plans incroyables. Je crois qu'il y a même une séquence avec un gamin qui marche au milieu de la route du village. Je sais plus, j'ose même pas en parler. C'est un film qui m'a marqué. On n'en sort jamais complètement remis de ce film-là, hein, je vous le dis. Donc ça, ce film-là est à voir absolument de Thomas Mignon. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise. Et c'était en regardant, j'allais vous présenter un nouveau film. J'allais vous présenter un nouveau film de Thomas Mignon que j'ai. Et je regardais mes DVD et je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise. Je vous ai dit que Colorado était le premier western Zapata, c'est pas vrai. Je me suis trompé. En réalité, le premier western Zapata est sorti aussi en 66. Et ce western-là, c'est El Chuncho. El Chuncho, il est là. El Chuncho avec John Maria Volonté et Klaus Kinski. J'avais complètement zappé. Et c'est vrai, effectivement, en regardant la photo, je me suis souvenu que c'était celui-ci. Comment j'ai pu oublier? D'ailleurs, ce qui est intéressant sur ce double DVD, vous avez vu, vous avez le film qui a lancé le western Zapata, et vous avez en haut Keoma, on en parlera après, de Franco Nero, qui a mis un terme au western spaghetti à la fin des années 70. Je crois qu'il y en avait eu d'autres, mais en 76, Keoma a été un chant de cygne, a été le chant du cygne du western. Mais ça, on en parlera après. Ouais, Keoma a été fait par Enzo Castellani et El Chuncho par Damiano Damiani. Donc voilà, El Chuncho, c'est le western Zapata par excellence. Vous devez absolument voir ce film. El Chuncho, c'est un truc de dingo. C'est le western spaghetti. C'est le western vraiment. Regardez un petit peu. Moi, ce que j'adore, c'est. Regardez un peu ça. Regardez un petit peu les pochettes qu'il y a là. Vraiment. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des livrets, tout est expliqué. Vous avez envie de lire. Il vous explique tout plus en détail. Bon, moi. Je vous raconte pas tout en détail parce que sinon on s'en sort pas. Puis je suis pas un expert en western spaghetti comme le seraient certains. Et d'ailleurs, je vous montrerai des liens pour que vous alliez voir. Vous allez voir, il y a des documentaires et des gens qui parlent, mais un milliard de fois mieux que moi et qui vous expliqueront tout en détail. Mais ce que je veux dire, c'est oui, j'ai fait une petite erreur. Je m'en excuse. C'est El Chuncho en 66 qui va lancer le western Zapata. Et c'est pas Colorado. Colorado va arriver après, effectivement, et ça sera un western Zapata tout petit. C'est pas vraiment un western Zapata. Moi je le considère comme un western Zapata à cause de El Guchillo, mais c'est surtout par la suite. D'ailleurs, dans les western Zapata, je voudrais continuer là-dessus. Forcément, vous avez également d'autres films qui vont sortir, comme pour moi un film de Sergio Corbucci qui est exceptionnel, c'est Compañeros. Compañeros, que vous voyez là, ici là, avec Thomas Mignon. C'est le sommet du western Zapata. C'est un film exceptionnel de Sergio Corbucci que je vous invite vraiment à voir. Avec les pochettes d'époque, vous imaginez un peu les pochettes d'époque, c'était magnifique. Pareil, l'intérieur c'est vraiment bien avec des photos et tout ça. Je vous dis, il y a des collections de western spaghetti qui étaient sorties à l'époque en DVD qui sont vraiment magnifiques. Vous avez donc dans Compañeros, vous avez Thomas Mignon et Franco Nero. Franco Nero, mais quel acteur! On va revenir derrière. Et d'ailleurs, dans le film qui est juste en dessous, qui est Viva la Muerte Tua de Duccio Tessari, on retrouve Franco Nero et Eli Wallach. Vous imaginez? Celui-là, là, qui est excellent aussi. Bon, bien sûr, il vaut pas le Compañeros, mais c'est un super western. Mais le Compañeros, c'est vraiment, pour moi, je pense, le meilleur western Zapata.
Sergio Corbucci a signé le meilleur western Zapata, pour moi en tout cas. Et si vous devez voir 3 films de Sergio Corbucci, parce que maintenant on va parler de Sergio Corbucci, il faut absolument voir, bien sûr, Compañeros, mais il y en a 2 autres qu'il faut voir et on va en parler juste après. Mais pour finir avec Thomas Pignon, voilà, il faut voir aussi celui-ci, Les 4 de l'Apocalypse. Voilà, Les 4 de l'Apocalypse, avec Thomas Pignon et il me semble Fabio Tesli, un film de Lucio Fulci. Lucio Fulci, qui est le papa du gore et de l'horreur en Italie, qui va signer des films incroyables. Par la suite, comme Zombie 2, L'Enfer des Zombies, L'Au-delà, Le Chat Noir, etc., etc., Les Ventreurs de New York, La Maison près du cimetière, etc. Et je vous dis, c'est un artiste, c'est un réalisateur qui est resté dans les annales du cinéma gore italien, forcément. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce coffret, vous avez Django et 4 Apocalypse, mais les 4 de l'Apocalypse et Django ont un petit peu une saveur un peu fantastique en fait. C'est un peu des films fantastiques quelque part. On ne sait pas, on prend Django il sort de nulle part avec son cercueil, on dirait la faucheuse quoi. Et les 4 Apocalypse, il y a du surréaliste, il y a du surréalisme, une ambiance un peu fantastique, mais voilà, je vous laisse vraiment regarder ces 2 films, enfin les quatre de l'Apocalypse. Moi, je vais vous parler bien sûr de Sergio Corbucci et de ce chef-d'œuvre absolu qui est Django, parce que c'est vrai qu'on parle de Sergio Leone, on parle bien sûr de, comment on appelle ça, de l'épopée Léon, et on parle bien sûr de Sergio Leone avec la trilogie des dollars et puis la trilogie des Il était une fois. On oublie souvent qu'à l'époque il y avait donc 3 Sergio et le deuxième c'était Sergio Corbucci. Et Sergio Corbucci, quand il a sorti Django est arrivé et il y a eu un succès incroyable. Ce personnage sorti de nulle part, il y a eu des tas de documentaires sur lui, sur ce personnage, sur ce film, des gens qui vous en parleront mieux que moi, mais Django étant tout simplement un des meilleurs westerns qui existe, au même titre que Il était une fois dans l'Ouest, le Bon, la Brute, la Truand. C'est un western très noir. D'ailleurs, le personnage, je vous l'ai dit, il se trimballe avec un cercueil et il marche dans des contrées boueuses. Il y a de la boue, il pleut, il fait noir. C'est tout l'inverse d'un western ensoleillé dans le désert, etc. C'est vraiment là, on est dans un western totalement différent et qui va qui va être complètement mythique. Mythique, vraiment mythique. D'ailleurs, Sergio Corbucci et surtout, et puis au-delà de Django, de Sergio Corbucci, bien sûr, je vous invite à regarder Le Compañeros de Sergio Corbucci, qui pour moi est son 3e meilleur film. Encore, pour moi, hein, je le dis, hein. Et bien sûr, pour le. Alors, j'ai oublié de le dire. Alors, Compañeros, c'est pour moi son 3e meilleur film. Son 2e meilleur film, c'est Django, bah oui, de Sergio Corbucci. Et mon préféré de Corbucci, je vous le dis, c'est Le Grand Silence. Le Grand Silence avec Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant. Pour moi, Le Grand Silence est une claque, au même titre que j'ai pris quand j'ai vu La Croix de Fer, Sorcerer, Police fédérale Los Angeles, tous ces films-là qui sont devenus cultes aujourd'hui. Eh bien, pour moi, Le Grand Silence est culte à cause de la fin. J'ai toujours aimé les fins différentes, les fins inattendues. Et Le Grand Silence, c'est la fin inattendue qui m'a mis une claque. Mais pas que, hein. C'est aussi un western qui est tourné aussi dans les montagnes, enneigeuses, etc. Donc c'est un western totalement différent. Le personnage principal de Jean-Louis Trintignant ne parle pas, il est muet, à cause de son passé. Klaus Kinski, qui est un personnage qui part en cacahuète souvent dans les films, là est un personnage plus calme, il me semble, et qui reste serein, mais qui joue le rôle d'un vrai psychopathe quand même. Et donc, c'est un film complètement dingo, que je ne peux que vous conseiller. Je l'ai aussi en DVD, mais je ne l'ai pas retrouvé au moment où j'ai fait cette vidéo. Il doit être dans une autre boîte, dans un autre carton rangé avec d'autres DVD, parce que j'ai beaucoup d'autres westerns, donc bien sûr je ne vais pas tous vous les montrer, et je ne vais pas faire non plus une vidéo très longue, hein, mais on va encore parler de western, ne vous inquiétez pas. Et donc, oui, effectivement, Le Grand Silence, c'est un chef-d'œuvre que je vous invite à regarder, même si je n'en parle pas, je ne vais pas en parler des masses, parce que ce sont des westerns qui sont très connus en réalité. Après, j'ai envie de vous parler également... vous avez différents westerns. On a parlé. Ah oui, je voulais quand même vous parler. Ah oui, quand même avant qu'on parle, parce qu'on parle de Klaus Kinski, j'allais oublier. Il y a des films de Klaus Kinski qu'il faut absolument voir. Vous avez par exemple Et le vent apporta la violence. Enfin, il a joué dans un film de Antonio Margheriti qui est exceptionnel, qui s'appelle Et le vent apporta la violence, que j'ai aussi, pareil, dans un carton. Et c'est un film que je ne peux que vous conseiller.
il arrive, c'est un espèce de personnage complètement irréel. On ne sait pas s'il est réel ou pas, on ne sait pas qui c'est. Et le film se passe de nuit, totalement de nuit, dans une ville assiégée. Et il y a du vent. Pendant tout le film, il fait nuit et il y a du vent. Et on voit les jeux de cache-cache de Klaus Kinski, etc. C'est complètement dingue, le film est fou. Il est assez violent en plus de ça, mais c'est un des chefs-d'œuvre du western spaghetti que je ne peux que vous conseiller. Grand film de Klaus Kinski et d'Antonio Margheriti qui avait fait, il me semble, avec Django La Mort est là, il me semble, et qui avait également fait un autre film que je vous ai montré tout à l'heure, le bon, la brute et le colt, il me semble. La brute, le colt et le karaté. Ouais, je vous l'avais montré là. C'est aussi lui qui l'a fait et c'est un très bon film, hein. Attention, faut pas se fier au nom du film, hein. La brute, le colt et le karaté, c'est un super film, hein, avec Lee Van Cleef. C'est ça, hein, c'est Lee Van Cleef. Ouais, Lee Van Cleef et Lorienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, j'avais oublié. Ouais, Antonio Margheriti, il a pas fait beaucoup de westerns, mais voilà, il est quand même, il a fait des très bons westerns qu'on apprécie. Euh, et donc, euh, et donc effectivement, Klaus Kinski, il a fait des films comme ça, et je vais vous montrer un film qu'il a fait que peut-être vous ne connaissez pas et qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre. Ça va être peut-être une découverte pour vous. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'en avais parlé dans un ancien blog de Bis, Cinéma Bis, et j'avais parlé de ce film-là qui pour moi est un chef-d'œuvre incroyable. Et je pense que Tarantino l'a vu. Il a même plagié certaines scènes de ce film et qui n'en a jamais parlé. Je crois que personne, même les plus grands experts, je vous le dis, hein, du cinéma, n'ont jamais fait le rapprochement entre une certaine scène du film de Tarantino. Je crois que c'était le film. C'était quoi le film? C'était le film. Je crois que c'était le film qui se passe dans la neige, là, avec Kurt Russell. Il m'a pas marqué celui-ci. J'ai pas vraiment été marqué par ce film de Tarantino. Mais en fait, dans les deux westerns de Tarantino, et notamment un des deux, il y a des séquences qui viennent tout droit. Attention les amis, je vous montre, c'est une exclusivité que je vous fais de ce film-là, parce qu'il est très très obscur. Mais je vous invite à le regarder, c'est ça. Prier les morts, tuer les vivants. Rien que le titre, il donne envie. Klaus Kinski, jamais il a été aussi fou que dans ce film-là. C'est un film incroyable, les amis. Quand je l'ai vu, j'ai pris une claque. Pour moi, c'est un de mes films de chevet préférés. Alors, c'est vraiment, on est dans le bis du bis, hein, là, vraiment. Mais il y a des séquences complètement folles. Klaus Kinski, il n'en a rien à foutre. Et il y a une femme à un moment donné qui tombe dans un espèce vous savez, il y a une espèce de puits de sable, des marécages. Enfin, c'est pas un marécage, c'est des sables mouvants, pardon. Et elle est en train de tomber, d'être aspirée dans le sable mouvant, en train de glisser, et elle va mourir en fait. Et Klaus Kinski, il est à côté, et elle demande de l'aide à Klaus Kinski, et Klaus Kinski la regarde, et il la regarde, et en fait, non seulement il l'aide pas, mais il la regarde jusqu'à ce qu'elle meure en fait. Et tellement il est pervers dans ce personnage-là. Et il y a plein de scènes comme ça, des séquences incroyables, et puis il y a la fameuse séquence de huis clos dans l'auberge. Il y a la séquence de huis clos dans l'espèce de ferme et qui a été pompé, moi je vous le dis, à 500% par Tarantino, mais il l'a jamais avoué. Et ce film-là est complètement culte. C'est ce film-là qu'il faut absolument voir pour prendre une claque. Il est vraiment bis de bis, hein. C'est peut-être un film que vous avez peut-être pas regardé jusqu'au bout parce que il y a des séquences peut-être un peu fortes, un peu étranges, etc. Mais il est dingo de chez dingo. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ce film-là. Un autre film assez inconnu au bataillon, qui casse pas des briques, mais qui peut être regardable avec Klaus Kinski et Franco Nero. C'est L'homme, l'orgueil et la vengeance. C'est réalisé par Luigi Bazzoni, qui a pas fait grand chose, qui a fait ce film-là, donc avec Franco Nero, Tim Homon et Klaus Kinski. Voilà, il y a aussi Franco Rezel, donc Luigi Bazzoni. C'est vraiment assez obscur comme film, hein. C'est très obscur, ça s'appelle L'Uomo, l'Orgoglio, la Vendetta. Et je vous invite vraiment à le regarder. Je crois que c'est basé sur la pièce Carmen, il me semble. Mais vraiment très sympathique, hein. Vraiment, ça fait partie des films un peu obscurs sortis en 67, mais qui restent dans cette période de 60, qui était intéressante. Je préfère la période 60 que celle de 70 quand même, mais ça reste quand même très bien fait. C'est vraiment des petites perles obscures. Il y a d'autres films que je voudrais vous parler également, et notamment de ce deuxième coffret, voilà, que vous voyez là, qui est très très bon. Alors, je vous montre les deux coffrets. Et donc ces deux coffrets qu'il vous faut absolument, qui sont incroyables. Celui-ci est du même calibre que l'autre, peut-être un petit peu plus intéressant. Dedans vous avez
Un pistolet pour Ringo, le retour de Ringo, pas de pitié pour les salopards avec Lee Van Cleef et Antonio Sabato, super celui-là. Et vous avez avec Django La Mort est là, donc je vous en ai parlé, d'Antonio Margheriti, avec Richard Madison, il me semble, je sais plus trop. Et bien sûr, le chef-d'œuvre de cette compile, et c'est pour ça que je voulais vous en parler absolument, c'est Le Dernier Jour de la Colère. Ce film est un des meilleurs westerns, et oui, je vous le dis, il fait partie du top 10, du top 5 peut-être même, du western spaghetti. C'est réalisé par Tonino Valeri, que vous connaissez tous par le biais de Mon Nom et Personne. C'est le réalisateur de Mon Nom et Personne. On reviendra sur Mon Nom et Personne après, dans la section western forain. Mais là, ce film-là, donc, qui a été réalisé par Tonino Valeri, vous avez donc dans ce western qui est un des 5-10 meilleurs westerns spaghetti de l'histoire, avec Giuliano Gemma, mais surtout Lee Van Cleef, qui est encore là, était dans tous les meilleurs westerns, Lee Van Cleef, hein, incroyable. Hein. Mais je pense que son charisme a amené en réalité que les films soient à un niveau d'excellence en fait, que la réalisation soit à un niveau d'excellence aussi. Hein. Lee Van Cleef était vraiment un des plus grands artistes, un des acteurs charismatiques de son temps. Et donc ce film-là, Le Dernier Jour de la Colère, c'est un film exceptionnel. En fait, Giuliano Gemma jouera le rôle d'un souffre-douleur dans ce film. Et Lee Van Cleef va le prendre en main pour le transformer en tueur. Et un tueur sanguinaire. Et c'est un film incroyable. Je vous dis, vraiment très très magnifié par la réalisation de Tonino Valeri. Et c'est un film que je ne peux que vous conseiller. Giuliano Gemma va être très connu pour son rôle de Ringo dans les westerns spaghetti. Le premier Ringo qui était réalisé par Duccio Tessari, il me semble, et qui va rentrer dans la légende, cet acteur, et qui va faire beaucoup de films, notamment des westerns. Je peux vous conseiller par exemple dans ces westerns de chevet, dans mes westerns de chevet, dans les films que Giuliano Gemma a réalisés dans les westerns quand même, on va faire une petite aparté, il a fait des grands films, que ce soit, bien sûr, je vous l'ai dit, les Ringo, mais aussi des films comme Arizona Colt, ou encore Ciel de plomb, Mort-vif, Texas, de Tonino Valeri justement, Texas qui est un super film. Donc c'est un grand monsieur du cinéma italien, qui n'a pas fait que des westerns bien sûr, mais qui a quand même à son actif des très grands rôles dans le cinéma western. Et donc Le Dernier Jour de la Colère est un véritable chef-d'œuvre absolu du western que je ne peux que vous conseiller les amis. Et encore une fois, Lee Van Cleef. Hein. Dans les westerns aussi que j'aime et que j'ai pas là devant mes yeux, il y a un autre western que je ne peux pas ne pas vous en parler, c'est bien évidemment La Mort était au rendez-vous. La Mort au rendez-vous est un film qui est sorti en 67. D'ailleurs, l'année 67 est complètement dingue. Vous avez tous les chefs-d'œuvre qui sont sortis à cette période. La Mort était au rendez-vous est un film de Giulio Petroni, qui est sorti en 67 et c'est un film incroyable avec Lee Van Cleef encore dans le rôle principal. Musique signée par Ennio Morricone, vous imaginez. C'est un très très grand western que je ne peux que vous inviter à regarder. L'histoire va se concentrer sur le personnage de Bill, incarné par John Philip Lowe, qui, dans sa jeunesse, lorsqu'il était enfant, va voir toute sa famille mourir sous ses yeux et ne va avoir qu'une idée en tête, c'est se venger. Et une quinzaine d'années plus tard, il va rencontrer Ryan. Ryan, incarné par Lee Van Cleef, a été envoyé en prison par ses anciens complices, justement qui faisaient partie de cette bande qui a assassiné la famille de Bill. Et les deux hommes donc vont se retrouver pour se venger de cette bande dangereuse. Et voilà, ça va être une histoire de vengeance et c'est un film qui est incroyable. Ce film va rentrer dans la postérité par le biais de Quentin Tarantino, qui dans Kill Bill va pas hésiter à reprendre les thèmes musicaux de Ennio Morricone de ce film, mais aussi des séquences du film La Mort était au rendez-vous. Et donc c'est à partir de là que le statut culte de ce film, qui n'était plus à faire d'ailleurs, va l'être encore plus. Donc c'est un film que je n'ai pas là sur moi, mais que j'ai vu et revu, je crois, 2-3 fois. C'est un film incroyable. Ça fait partie aussi du top 5, top 10. Hein. Il y en a des top 5, top 10. Hein. Mais effectivement, La Mort était au rendez-vous. On peut le dire que c'est peut-être le top 5. Top 5 des meilleurs westerns. Il est fabuleux, très bien filmé, etc. Giulio Petroni, c'est un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de westerns, mais il a quand même fait 3 westerns incroyables, qui font partie de la légende des westerns italiens, qu'il faut absolument voir. Je vous ai parlé de Ciel de plomb avec Giuliano Gemma, mais il y a aussi Tepepa, 3 pour un massacre,
Le titre français, je crois que c'était 3 pour un massacre, un truc comme ça. Voilà, il a donc réalisé 3 films, coup sur coup, 3 super films, 3 chefs-d'œuvre qu'il vous faut absolument regarder. Et voilà, c'est vraiment. La mort est au rendez-vous, donc c'est surtout parce que, au-delà que ça soit un super film, c'est aussi bien sûr un film qui a été largement plébiscité par la critique et Quentin Tarantino. Et donc, La mort au rendez-vous, c'est vraiment un film qui est exceptionnel, qu'il faut absolument voir. Et avant de vous parler du western forain, je voulais quand même revenir vers vous sur Corbucci parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas forcément raconté beaucoup de choses sur Corbucci. Corbucci, c'était au-delà du deuxième grand réalisateur de cinéma western. Il a fait d'autres westerns qui sont incroyables et qu'il faut absolument voir. Je vais vous les nommer. À la suite, Django, il a réalisé un épisode de Ringo, ça s'appelait Ringo au pistolet d'or. Dans les autres films qui sont intéressants que je peux vous donner à regarder, vous avez par exemple Navarro Joe, sorti en 67 il me semble, avec Burt Reynolds et qui est réalisé par Corbucci en personne. Corbucci qui sortait de Django et de Ringo au pistolet d'or, parce qu'il avait fait un épisode de Ringo. Il va faire ce film-là. Burt Reynolds joue le rôle, je crois, d'un Comanche, il me semble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce film-là, mais il me semble que c'est ça l'histoire. C'est un super film. J'ai un super souvenir. Il fait partie des films à voir. Un autre grand film, juste avant qu'il fasse les Compañeros, c'est dans le film qui va lancer, je crois, la trilogie de Western Zapata de Corbucci, parce qu'il a fait aussi une trilogie de Western Zapata, il faut le savoir. C'était pas, comment ça s'appelle, c'était pas du tout Compañeros qui va être le premier, mais c'est un film qui s'appelle El Mercenario, avec Jacques Palance, mais surtout Franco Nero. Voilà, il va rappeler Franco Nero. Franco Nero va donc ensuite revenir sur le deuxième épisode, La Compañeros. Mais dans ce premier épisode, El Mercenario, il y a un duel final exceptionnel entre Jacques Palance, Franco Nero, etc. Et bien sûr, Tarantino va récupérer une scène finale, un plan final, dans Django Unchained avec Leonardo DiCaprio. Je vous laisse voir parce que le personnage de Jacques Palance me fait penser un petit peu à Léo, mais notamment pour la fin. Voilà. Donc vraiment, El Mercenario, je l'ai pas ici non plus en DVD, mais je vous assure, c'est une pure boucherie. C'est un des meilleurs films, il faut le voir, avec Franco Nero dans un rôle exceptionnel. Et ensuite, il y a eu donc Compañeros, qui est sorti, que je vous ai parlé, qui est un chef-d'œuvre absolu. Moi, c'est mon préféré des 3. Et après, vous avez forcément le troisième, qui est complètement dingue. C'est, mais qu'est-ce que je viens foutre dans cette révolution? Toujours avec Morricone à la musique, un très bon film, mais qui est bien évidemment moins bon que les deux que je vous ai cités. D'accord. Donc là, c'était pour Corbucci, mais pour le Western Zapata, pour tourner aussi la page. Sachez aussi que Corbucci, il va faire un film avec Johnny Hallyday. Il s'appelle Le Spécialiste, qui est pas mauvais du tout. Hein. Alors, c'est pas un film qui est aussi bon que ceux que je viens de vous citer, mais c'est quand même un film qu'il faut voir. Johnny Hallyday n'est pas très mauvais à l'intérieur, et il signe quand même un rôle très sympathique. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il fait partie... c'est le dernier, enfin il est considéré faisant partie de la trilogie de Corbucci intitulée Fango et Singue, sang et boue. Bah oui, parce que les films de Corbucci, comme je vous ai dit, il y a tout le temps de la boue, il y a tout le temps du sang. Bon, en gros, c'est une expression qu'ils ont trouvée, mais c'est partie de la trilogie parce que je vous ai parlé de Django, ensuite Le Grand Silence et Le Spécialiste avec Johnny Hallyday. Le Spécialiste étant vraiment très loin derrière les deux premiers que je vous ai dit, mais ça reste quand même un film qui se laisse regarder et qui est très sympathique. Je vous invite à le regarder, c'est Le Spécialiste, la spécialité avec de Corbucci, avec Johnny Hallyday dedans. D'ailleurs, en 2009, Johnny Hallyday va revenir au cinéma de la plus belle manière, puisque c'est Johnny To, le réalisateur hongkongais, qui va l'appeler pour jouer dans le film Vengeance, avec aux côtés de deux grandes légendes du cinéma de Hong Kong, à savoir Simon Yam et Anthony Young. Ça va être un très grand film de Hong Kong, un vrai polar. Ça va être un mélange de John Woo et de Melville. Et voilà, c'est un super film que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le personnage de Johnny Hallyday, c'est vrai, on va pas se mentir, on aurait pu mettre un autre. À la base, c'était Alain Delon qui devait jouer le rôle de Johnny Hallyday dans ce film-là. Et ça n'a pas été le cas, ils ont mis plutôt Johnny Hallyday. Mais l'histoire est intéressante, tout est bien, c'est super bien filmé. Et puis on prend vraiment une claque cinématographique. Je vous invite à regarder Vengeance de Johnny To avec Johnny Hallyday si vous avez envie de voir un petit peu ce qu'était le cinéma noir d'Hong Kong. C'est sorti en 2009. Ça préfigurait les films de type John Wick, tout ça, avec des guns de dingo. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je vous invite à le regarder, au cas où ça vous intéresse. Vengeance de Johnny To avec Johnny Hallyday. Bref, tout ça pour vous dire que donc on terminait donc la trilogie Corbucci se terminait avec les spécialistes. Donc voilà, vous avez vu, Corbucci, Léon, Solima sont des géants. Derrière, vous avez d'autres réalisateurs qui étaient présents. Et ce que je voulais vous dire,
pour terminer tout ça, au-delà du western spaghetti traditionnel, du western Zapata, vous avez un autre western qui est arrivé. C'est le western forain. Et le western forain est arrivé de main de maître par Enzo Barboni, qui a réalisé, on l'appelle Trinita, avec Bud Spencer, oui, et Terence Hill. Et vous vous souvenez sans doute tous de cette séquence anthologique où notre ami Terence Hill est transporté par son cheval pendant qu'il dort jusqu'à une auberge, et il rentre dans cette auberge, il va prendre des faillots et puis il va se mesurer à des bandes de salopards. Et voilà, et après il y a Bud Spencer, etc. Cette histoire, une super histoire en fait. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé Trinita, mais c'est vrai qu'on est rentré dans le potache. Pas trop avec celui-ci. Il y a quand même des séquences intéressantes. Pour moi, je le dis honnêtement, Trinita, c'est vraiment un film que j'ai vu plein de fois, que j'aime énormément. Même si on est loin du bon, la brute et le truand, ou du dernier face-à-face, j'ai envie de vous dire, ça reste quand même un film plaisant à regarder, sans trop se prendre la tête et rigoler un petit peu. Même s'il va pas trop dans la rigolade, vraiment. Il faut attendre le suivant. On continue à l'appeler Trinita, qui lui est un potage complet. On a l'impression de voir la soupe aux choux. Mais celui-là, j'ai essayé de le regarder il y a pas longtemps, j'ai pas réussi. J'ai regardé un petit peu, puis j'ai arrêté. Là, on est plus dans les délires de Terence et Bud Spencer, à base de claques sur les têtes, etc. Voilà, c'est vraiment, on est parti dans le potage. Mais à l'époque, le western forain a redynamité en fait le western. Parce que après le western traditionnel, le western Zapata, le western forain est arrivé comme un vent frais dans les productions italiennes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les western spaghetti, il faut savoir qu'il y en a eu tellement qu'il y en avait tout le temps au cinéma italien. Donc les gens, ils allaient voir toujours les mêmes films. Et il fallait un petit peu de sang neuf, parce qu'ils commençaient un petit peu à s'ennuyer. C'était toujours souvent les mêmes mécaniques, les mêmes scénarios, etc. Et donc, il y a eu cette idée de western forain qui est arrivée, où Terence Hill et Bud Spencer sont devenus des stars inconditionnelles de ce genre de film. Et par la suite, ils les ont importés dans le modernisme. Parce qu'après, on connaît un petit peu les films qu'ils ont fait, que ce soit Père et Impair, Cul et Chemise, Salut l'ami, adieu le trésor. Et voilà, il y a eu les deux super flics, je crois, de Miami ou je sais plus quoi. Voilà, il y a eu plein de films comme ça qui sont passés à l'époque sur la 5, Feu la 5. Vous vous souvenez de la chaîne la 5 qui était exceptionnelle. Un jour, on va faire un J-Time sur la 5. Et je vais vous parler de tout ce qui se passait et tout ce qu'il y avait sur la 5, parce que c'était incroyable. On se rend pas compte aujourd'hui, mais la chaîne de Berlusconi, parce que c'est lui qui était derrière cette chaîne, était incroyable. Et on a vraiment pris des claques, notamment avec le film de genre. Et donc je voulais vraiment vous en parler, et je pense qu'on va faire un J-Time sur la 5. Mais quoi qu'il en soit, donc les western forains sont arrivés avec des films complètement dingos. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure de El Choncho. Donc effectivement, dans ces films un peu forains, Colorado faisait un peu partie de ces films-là. Les westerns Zapata, certains rentraient dans le moule en fait des westerns forains, il faut le savoir. Et un des plus grands films, on va pas s'éterniser sur les westerns forains, vous pensez bien parce que c'est pas ma cam, mais un des plus grands films, ça a été celui-ci, Mon nom est personne. Mon nom est personne, c'est pas vraiment un western forain, même si certains le considèrent, parce qu'il y a quand même des passages comiques. Effectivement, il y a une séquence très comique où Terence Hill, quand il dégaine son arme, il y a les trois qui tiennent la poutre qui va s'écrouler. Vous vous souvenez de ces histoires. Et donc, c'était assez comique. Et, sans parler du personnage de Terence Hill qui est très comique en réalité, mais qui reste quand même sérieux grâce à Henry Fonda et grâce bien sûr au scénario de Sergio Leone. Alors c'est un film qui est réalisé par Tonino Valeri, je vous l'ai déjà dit, mais surtout on sait très bien que Leone il est derrière le film. D'ailleurs certains plans ont même été montés par lui, on le voit tout de suite. La musique d'Ennio Morricone est incroyable, je crois que c'est une des meilleures bandes originales, vraiment super film. Je vais vous montrer ce boîtier parce qu'il est fabuleux, je l'ai acheté parce que, pourquoi, regardez. C'est un boîtier incroyable.
Vraiment, il y a des cartes postales, il y a tout dedans. C'est vraiment un boîtier qui est fou. Dedans, vous avez un documentaire sur Tonino Valéry, vous avez d'autres documentaires. C'est une version qui a été remasterisée exclusivement. La version est folle. C'est un super DVD que je vous conseille. Je sais plus s'il est sorti sur. Je crois qu'il est sorti sur Blu-ray. Je vous ai dit, je suis pas Blu-ray, mon 4K. Mais voilà, ça, c'est un boîtier qu'il faut absolument avoir. Mais la qualité, elle est super quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le genre de film que vous pouvez voir en qualité 4K, il faut le faire, il faut le prendre. Voilà, c'est super. Mais moi, cette version-là, je la conserverai toujours parce que j'ai beau la regarder, je le vois. Ce film-là, peut-être c'est celui que j'ai vu le plus dans ma vie. Bizarrement, hein, parce que avec les autres westerns, je les ai vus beaucoup de fois, mais celui-ci, je l'ai pas vu. Je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. Je crois que c'était il y a un mois en arrière, je l'ai revu. Je l'ai regardé et je me suis pris une claque à nouveau parce qu'il y a des séquences que j'avais oubliées, mais en fait, on redécouvre à chaque fois des nouvelles séquences, des nouvelles musiques à l'intérieur qu'on n'avait pas forcément, qu'on avait un peu oublié. Terence Hill, Henry Fonda, Ennio Morricone, Sergio Leone, Tonino Valéry, c'est un film incroyable. Ensuite, Sergio Leone, il va vouloir faire une suite à Mon nom et personne. Vous la connaissez parce elle est passée des milliards de fois sur la 5. C'est un génie, deux associés, une cloche. Réalisé par Damiano Damiani, sorti en 75. Et Sergio Leone va réaliser en fait l'intro. C'est lui qui réalise l'intro et c'est tout ce qu'il va réaliser. Le reste, c'est l'autre réalisateur. Mais le truc, c'est qu'il va pas être du tout content. Il va pas être satisfait du film. Il y a des séquences vraiment burlesques à l'intérieur, trop burlesques. Ça va trop dans le potage. Mais dedans, rappelez-vous, il y avait qui? Il y avait donc, c'était à la suite de Mon nom et personne, donc toujours avec Terence Hill. Il y avait Miu Miu, rappelez-vous, Miu Miu, Robert Charlebois, Patrick McGowan et surtout Klaus Kinski. Et vous avez peut-être oublié, mais c'est toujours intéressant de le revoir. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas. Je vais pas vous mentir. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur la 5. J'avais beaucoup aimé à l'époque, mais depuis, voilà, j'avais lu beaucoup de critiques à son sujet, et c'est vrai que je l'ai trouvé un peu potache, mais je crois que je vais le revoir. On sait jamais, on peut avoir une belle surprise, mais bon, ça reste quand même un film western forain, et c'était en 75, et je crois qu'après, Sergio Leone va arrêter de s'intéresser vraiment à ce genre-là. Dans les westerns forains, vous en avez d'autres, hein. Et puis bien sûr, dans les westerns forains, vous avez Sabata. Sabata fait partie des westerns forains, oui, effectivement, avec Lee Van Cleef. C'est des westerns un petit peu comiques qui mettent en situation des personnages un peu burlesques. Voilà, je vous invite vraiment à regarder un petit peu. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Pour les westerns forains, effectivement, on va pas s'éterniser. Je voulais vraiment vous présenter quelques westerns forains très sympathiques, mais voilà, vous avez compris, je suis pas du tout un fan de ce genre-là. Mais moi, je voulais vous parler avant de se quitter, parce qu'on pourrait parler de western encore. Il y a plein de titres que je voulais. Je vous ai pas parlé de Sartana, par exemple, la série des Sartana. Bon, tant pis, c'est pas non plus un personnage très important, même si il a amené un côté différent du personnage avec une multitude d'armes cachées sur lui, etc. Bon, bref. Voilà, il y a plein d'autres personnages comme ça que je pourrais vous citer, plein de westerns, mais on va rester là. Je vais vous présenter un dernier film qui pour moi est le chant du cygne du western spaghetti, sorti en 76. Keoma est un film sorti en 76 et sera le chant du cygne du western. C'est un film formidable avec Franco Nero. Et je ne peux que vous inviter à le regarder. C'est réalisé par Enzo Castellerini. Les films de Enzo Castellerini, ce qui est intéressant, c'est les titres. Les titres en français sont exceptionnels. Je vais vous donner une liste des films. Donc déjà, on commence par un titre normal, hein, c'est quelques dollars pour Django, sorti en 66. Alors je suis en train de lire un petit peu la filmographie du réalisateur devant mes yeux là. Et donc c'était Pochi Dollari per Django. Ensuite il a fait Vado, Lamazo et Torno, qui s'est intitulé en français Je tire et je reviens. 7 Witnesses pour un massacre, Aujourd'hui ma peau, demain la tienne, Django porte sa croix, Tuez-les tous et revenez seul. Il y a des titres comme ça d'Enzo Castellari qui sont complètement fous. Et Keoma, c'est un très très grand film. Vraiment, c'est un très très grand film. Je vais pas vous donner le synopsis pour celui-ci. Je vais vous laisser le regarder attentivement. Je vais pas vous spoiler le film. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que Franco Nero joue le rôle d'un personnage qui revient dans son village natal, qui est contrôlé dorénavant par une milice. Et voilà, je peux pas vous dire plus. Alors bien sûr, ça peut être du vu, du réchauffé, mais je vous assure qu'il y a une réalisation au petit couteau, des séquences incroyables. Et c'est un film fabuleux que ce Keoma. Au même titre que El Chuncho, qui est sur ce DVD, que je vous invite à regarder. C'est des films cultes. Le western spaghetti a bercé mon enfance. Continue encore à la bercer, puisque je continue à regarder des films
Certains sont des vrais daubes, on va pas se mentir, mais ça reste vraiment des trucs incroyables. Je pourrais vous parler de Blind Mine aussi, etc. Mais on va pas aller jusqu'à là. Un espèce de pistolero aveugle. Je le considère comme un chef-d'œuvre, mais ça reste quand même. Allez, il est limite dans les westerns forains parce que un pistolero aveugle, c'est compliqué dans le milieu du Far West. Vous voyez, ça, c'est pas très crédible, mais c'est la réalisation du film, le scénario, tout ça, tout mis en bout avec la musique qui fait que le film est un chef-d'œuvre. Et j'invite à regarder Blind Mine aussi. Bon bref, je pourrais parler encore de plein d'autres films, mais voilà, on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser au western spaghetti, de ses réalisateurs, de ses acteurs, la musique, hein, forcément Ennio Morricone, Luc Bacalov, etc. Faut pas hésiter une minute, allez-y. Le western spaghetti, c'est la vie, ça vous permet de passer des bons moments et de vous remémorer, pour certains d'entre vous, la belle époque où encore dans les salles obscures on pouvait voir des Ringo, des Django, des personnes ou des hommes sans nom. Et voilà, c'est un univers qui m'est en tout cas très nostalgique. J'aimerais tellement qu'aujourd'hui des réalisateurs reprennent ça en main et ils nous fassent un western à l'ancienne, euh, réalisé à Almeria, pourquoi pas dans les anciens décors naturels d'Espagne, où ils étaient réalisés à peu près. Je pourrais vous parler du studio Cinecita, mais bon là, d'autres personnes le feront mieux que moi. Donc moi, je ne peux que vous inviter vraiment à vous plonger là-dedans. Voilà, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de voir ces films. Et voilà, on va se quitter parce que la vidéo est très longue. Et on va revenir très bientôt pour un nouveau Geek Time où on s'intéressera bien sûr, comme d'habitude, hein, vous le savez, aux comics, rétro gaming, séries télé, anime jap et cinéma. Ou sinon, le cinéma, je peux le faire à part. La prochaine fois, on pourra parler du cinéma d'Hong Kong. J'ai plein de films à vous montrer, à vous décortiquer. On commencera dans les années 70 jusqu'à la mi-90. Bon, ceci est une autre histoire que je vous raconterai forcément. Voilà, on pourrait parler également des films fantastiques, d'horreur, etc. On reviendra sur tout ça. J'espère que ça vous a plu. C'était José pour l'émission Geek Time sur la chaîne Boogie Station Show. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on revient très vite avec de nouvelles aventures. Merci les potos. Ciao, ciao.